L'Amérique d'en bas, celle des classes populaires, a depuis la fin des années 60 clairement conscience de représenter l'Amérique authentique en face d'une élite dirigeante qui est avant tout perçue comme profondément étrangère à l'Amérique. Cette classe supérieure européanisée et mondialisée, grande consommatrice de produits de luxe européens, connaît mieux la Toscane et la Provence que le Middle West. Héritière des années 60 et de leur jouir sans entrave, cette nouvelle classe supérieure n'aime guère les enfants et préfère la liberté du singles lifestyle, mode de vie des célibataires élégants qui fréquentent les bars et établissements de nuit à la mode. Les career women, les belles dames yuppies qui font une brillante carrière, n'ont pas la fibre maternelle, alors même que les milieux populaires restent très attachés aux valeurs familiales. Les liberals de la classe supérieure préfèrent cependant Wall Street à Main Street, rue principale d'une petite ville qui est pour eux l'horreur absolue. Ils sont inégalement répartis sur le territoire des États-Unis. S'ils abondent dans les riches États côtiers et dans les grandes villes, ils sont rares dans les États les plus pauvres du cœur de l'Amérique. Ils sont particulièrement nombreux à New York, ville qui, dans les milieux populaires, passe pour ne pas être une véritable ville américaine. L'industrie culturelle est l'arme principale de l'élite dirigeante. Elle est chargée de susciter de fausses peurs, de masquer des pans entiers de la réalité et d'entretenir des stéréotypes. Dès le début des années 70, la gauche américaine a voulu contrer la menace d'un ralliement des couches populaires au conservatisme en utilisant l'arme de la télévision. La série télévisée All in the Family établissait le stéréotype négatif du conservateur typique, américain ordinaire à l'esprit étroit et borné, dont le mauvais goût s'accompagnait d'une inaptitude à vivre avec son temps. Il s'appelait Archie Bunker. Le succès de ce stéréotype et l'efficacité de son message politique a conduit Hollywood à le décliner dans une infinité de versions. Père de famille autoritaire et puritain, professeur psychorigide et répressif, policier rigoriste et buté, chef d'entreprise rapace et ignare, officier borné et psychotique. Au début des années 2000, la télé-réalité The Simple Life, où la riche héritière Paris Hilton traverse les États-Unis en se mêlant aux gens simples pour faire de petits métiers, est un remarquable exercice de mépris envers les classes populaires constamment tournées en dérision. Le spectateur est invité à ricaner avec la belle héroïne lorsqu'elle ment effrontément à ses hôtes, sabote le travail qu'il lui donne à faire, se moque de la modestie de leurs conditions de vie et de leur goût. Tout est dans le petit regard complice que la belle Paris adresse à sa compagne de voyage et dans son sourire moqueur qui prend le spectateur à témoin de la stupidité des habitants de l'Amérique profonde. Le message d'Hollywood est toujours le même depuis Archie Bunker. Cette Amérique populaire, méprisée et ridiculisée, sent qu'on veut lui imposer une culture étrangère. Elle a conscience que l'élite culturelle est plus puissante que le monde des affaires et qu'elle exerce sur ce dernier un chantage moral permanent qui lui rapporte gros. Le travailleur américain moyen supporte mal qu'un assortiment varié de crânes d'œufs, sortis de Yale ou de Harvard, viennent constamment le sermonner et lui indiquer comment il doit se comporter en toutes circonstances. L'Amérique d'en bas ne comprend pas que sous des prétextes artistiques, on lui impose les œuvres de spécialistes du blasphème et de l'obscénité qui lui paraissent prendre le plus grand plaisir à choquer les gens simples. Le vrai peuple ne goûte guère l'art contemporain dont les États-Unis sont pourtant la terre d'élection. Les milieux populaires ne se reconnaissent pas dans une culture où les représentants des classes dirigeantes ne cessent de condamner leur mode de vie et d'insulter leurs croyances. Ils regardent avec stupéfaction les nuées de fonctionnaires fédéraux pondre des règlements aussi absurdes que complexes qui finissent toujours par favoriser les fraudeurs et pénaliser les travailleurs. L'Américain aux revenus modestes a la nette impression que tout un petit monde de privilégiés bavards et moralisateurs non seulement vit sur son dos, mais vient de plus lui faire la leçon. Ils se sont souvent étrangers dans son propre pays et assistent, impuissants, au spectacle donné par une élite dirigeante qui ridiculise la décence et la politesse et excuse la délinquance. Il supporte mal que de beaux esprits viennent essayer de lui donner mauvaise conscience parce qu'il arrose son gazon, conduit un gros véhicule et mange de la viande de bœuf. La grande armée d'acteurs de cinéma et de personnalités médiatiques qui se pressent au chevet de l'humanité souffrante et de la planète martyrisée devant les caméras de télévision le laisse songeur. Cette belle unanimité des beautiful people qui proclament hautement leur appartenance au camp du bien social et de la vertu écologique l'inquiéterait moins s'il ne sentait confusément que c'est à lui que va être attribué le mauvais rôle dans ce grand spectacle. Car c'est bien son procès qui est instruit jour après jour par l'élite médiatique. Une myriade de commissaires politiques viennent l'accuser en vrac de crimes contre l'environnement, de passéisme, bigoterie religieuse, égoïsme, intolérance, chauvinisme, sexisme, xénophobie, homophobie, islamophobie, racisme, etc. Le conservatisme des Américains les plus modestes est d'abord une réaction de défense contre toutes les mesures qui visent à supprimer leur liberté et à contrôler la moindre de leurs pensées.
Cette lecture était extraite du livre La bobocratie, une classe à part, de Luc Gaffier, paru en 2016 aux éditions Xenia. Retrouvez la critique de ce livre dans le numéro 164 de la revue Éléments ou sur le site www.davidlepé.com.